Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dans laquelle je vais vous présenter la programmation fonctionnelle, un paradigme de plus en plus adopté dans le développement moderne et notamment pour sa clarté et sa robustesse. Avant de commencer, je vais vous présenter le plan de cette présentation. Donc, on va commencer tout d'abord par la question qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? Après, on va parler sur les principes de ce paradigme-là et on va voir après les avantages, les limitations. Et on va poser aussi la question quand utiliser le paradigme fonctionnel et afin de conclure bien sûr cette présentation avec une conclusion. Commençons par la question qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? La programmation fonctionnelle repose sur l'idée que tout peut être exprimé sous forme de fonction. Plutôt que de dire à la machine comment faire les choses, on va dire quoi faire. Ce paradigme trouve des racines dans les expressions lambda. Bien sûr, ce paradigme est basé sur plusieurs principes. Bien sûr, ces principes, ils sont 8 principes, donc il faut les adapter pour avoir une implémentation fonctionnelle. Et juste comme rappel, un paradigme est une manière de décomposer et d'organiser pour proposer des solutions à des besoins ou des problèmes. Donc le paradigme fonctionnel, il nous propose plusieurs principes, ça veut dire pour présenter l'organisation et la décomposition. Donc comme j'ai dit, pour l'adopter, il faut bien sûr appliquer ces 8 principes. Donc on va essayer de voir chaque principe en détail. Le premier principe, c'est les fonctions pures. Les fonctions pures sont le fondement de la programmation fonctionnelle. Elles respectent deux règles importantes en général. La première règle, c'est pour les mêmes entrées, elles donnent toujours la même sortie. Et après, on a la deuxième règle, c'est qu'elles n'ont aucun effet de bord. Ça veut dire qu'ils ne modifient pas l'extérieur ou par exemple, pas de changement de variable globale, pas d'écriture dans un fichier, etc. Cela permet de rendre le code prévisible, facile à tester et à débugger. Par exemple, en Java, une fonction ajoutée qui retourne simplement la somme de deux entiers. Après, on a le principe de l'immutabilité. Bien sûr, l'immutabilité signifie que les données, une fois créées, ne peuvent plus être modifiées. Au lieu de modifier un objet, on en crée un nouveau avec les valeurs mises à jour. Cela réduit les bugs liés à l'état, ça veut dire liés au changement des valeurs, surtout dans des environnements conquérants en multithread. En Java, on utilise par exemple des objets immutables comme string ou la création d'une liste par exemple, et aussi le mot-clé final pour garantir l'immutabilité. Après, on a le troisième principe, c'est les expressions au lieu d'instructions. Bien sûr, en programmation fonctionnelle, on privilégie toujours les expressions qui retournent une valeur que d'utiliser des instructions qui modifient le flux sans rien retourner. Ce principe rend le code plus lisible, plus prévisible et plus facile à composer. Par exemple, si on prend toujours en Java une expression typique et l'opérateur ternaire, il retourne une valeur selon une condition. Après, on a les fonctions convaleurs, ça veut dire first class functions, un type normalement des fonctions. Bien sûr, en programmation fonctionnelle, les fonctions sont des valeurs de première classe. Cela signifie qu'on peut les stocker dans des variables, les passer en argument, les retourner depuis d'autres fonctions. Cela permet d'écrire un code plus modulaire et réutilisable. Et si on prend toujours Java comme exemple, on utilise des interfaces fonctionnelles, function, predicate par exemple, et des lambda pour manipuler les fonctions comme des objets. Après, on a le principe de composition de fonctions. La composition permet d'enchaîner des fonctions simples pour construire une logique plus complexe. Au lieu d'écrire une grosse fonction, on combine plusieurs petites. C'est un principe puissant pour écrire du code clair et structuré. Et toujours, si on prend Java comme exemple, on peut composer des fonctions avec compose par exemple ou indent pour définir l'ordre d'exécution. Et après, on a le principe de la récursion plutôt que les boucles.
Bien sûr, dans les langages fonctionnels, les boucles comme for while sont rarement utilisées. À la place, on utilise la récursion, qui consiste à appeler une fonction depuis elle-même jusqu'à atteindre un cas de base. C'est plus cohérent avec un code purement fonctionnel. Par exemple, si on prend un exemple classique, c'est le calcul factoriel avec récursion simple. Et on a le principe de la transparence référentielle. Une expression est transparente référentiellement si on peut la remplacer par sa valeur sans changer le comportement du programme. C'est un principe qui renforce la prévisibilité du code, facilite les tests et le refactoring bien sûr. Par exemple, si x égale 2 plus 2, on peut remplacer x par 4 n'importe où sans effet secondaire. Ça veut dire sans impacter l'input et l'output de notre workflow ou notre programme. Et on a bien sûr le dernier principe, c'est l'évaluation paresseuse ou lazy evaluation. Bien sûr, l'évaluation paresseuse signifie qu'une expression n'est évaluée que lorsqu'on a besoin de sa valeur. Cela évite les calculs inutiles, économise bien sûr les ressources et permet de manipuler des structures de données infinies, comme des streams infinis bien sûr dans la programmation réactive. En Java, les streams sont évalués en mode lazy, bien sûr. Par exemple, si on prend l'interface fonctionnelle supplier, et aussi une fonction qui nous calcule la valeur qu'au moment de la récupération. Donc, en général, voici un résumé des 8 principes clés de la programmation fonctionnelle que nous avons explorés tout au long de cette présentation. Bien sûr, on a dans un premier moment les fonctions pures, bien sûr, sont la base. Ils garantissent que pour les mêmes entrées, on obtient toujours les mêmes sorties, bien sûr, sans un effet de bord. Après, on a le deuxième principe, c'est l'immutabilité. Nous pousse bien sûr à ne jamais changer l'état d'un objet. On crée de nouvelles versions plutôt que de modifier l'existant. Après, le troisième, c'est les expressions, bien sûr, qui remplacent les instructions, privilégient des blocs de code qui retournent une valeur au lieu simplement d'exécuter des actions. Après, on a les fonctions comme valeur, bien sûr, permet de manipuler les fonctions comme des objets ou des variables qu'on peut passer, stocker ou retourner. Et le cinquième principe, c'est la composition de fonctions, bien sûr, la chose qui va nous permettre, bien sûr, de construire des traitements complexes à partir de petits morceaux simples. Et on a la récursion, qui est utilisé à la place des boucles classiques en se basant sur des appels successifs jusqu'à atteindre un cas de base. Et après, bien sûr, on a l'avant-dernier, c'est la transparence référentielle, bien sûr, qui signifie qu'on peut remplacer une expression par sa valeur sans changer le comportement du programme. Et le dernier principe, c'est l'évaluation paresseuse. Bien sûr qui reporte les calculs ou l'exécution jusqu'au moment où la valeur est réellement demandée, ce qui optimise les performances. Ça marche? Donc, parlons maintenant sur les avantages du paradigme fonctionnel ou la programmation fonctionnelle. Bien sûr, ces qualités, normalement, qu'on a, c'est qu'on a un code prévisible et testable, parallélisme facilité, ça veut dire si on est en train de travailler sur un environnement multithread. On a aussi moins de bugs parce qu'on n'a pas une exécution qui est liée à l'état de notre programme. Et bien sûr, c'est plus normalement adapté à la programmation réactive. Si on prend bien sûr ces principes de la programmation fonctionnelle, bien sûr, ces qualités rendent la programmation fonctionnelle idéale, bien sûr, pour les architectures modernes, notamment traitement de flux de données ou cloud computing. Mais côté limitation ou défi, bien sûr, on a en général 3 limitations. Bien sûr, elles sont moins intuitives au début pour les gens qui n'ont pas une visibilité sur le paradigme fonctionnel. Et bien sûr, la gestion de l'état, il pose à ce moment un challenge dans les applications, soit front ou back. On a bien sûr la performance parfois moindre, c'est mal utilisé. Ça veut dire si on ne gère pas les bons principes de la programmation fonctionnelle, on ne va pas normalement l'utiliser de la bonne manière. Et bien sûr, comme tout paradigme, la programmation fonctionnelle a ses limites, bien sûr, parce qu'il introduit des concepts parfois abstraits pour les débutants. De plus, la gestion, comme j'ai dit, de l'état ou l'effet de bord
bien sûr, qui est normalement un challenge dans le développement, soit de la programmation des interfaces utilisateurs ou les systèmes back-end. Maintenant, posons la question quand l'utiliser. Donc, quand on doit utiliser la programmation fonctionnelle ou le paradigme fonctionnel. La programmation fonctionnelle brille dans les cas où on manipule beaucoup de données. Ça veut dire qu'on a un stream de données, un flux de données à traiter, bien sûr aussi dans un environnement multithread. Et bien sûr, à ce niveau-là, on est en train de parler sur la parallélisation des traitements des données. Et c'est normalement adapté plus à des architectures réactives, ça veut dire basé sur le paradigme réactif. Et bien sûr, si on a les fonctions de transformation qui est normalement en adéquation avec les principes de la programmation fonctionnelle. Mais dans tous les cas, normalement, il est adapté à des cas où on a une quantité importante de données à traiter, à manipuler, etc. Pour conclure, la programmation fonctionnelle n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil puissant et moderne, bien sûr, qu'il vaut la peine de maîtriser et qui est basé sur les 8 principes qu'on a vus, qui présentent le paradigme fonctionnel. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour d'autres explorations techniques.